Aide ta famille, ou reste à l'écart, a exigé mon père lorsque j'ai refusé de payer ses dettes. J'ai choisi la deuxième option, fatigué de leurs demandes incessantes. 3 jours plus tard, un avocat m'a contacté. J'ai regardé mon téléphone, le cœur battant, relisant le message de mon père pour la 3e fois, aide ta famille, ou reste à l'écart. C'était tout, aucune explication, aucune discussion, juste un ultimatum. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait le choix que j'aurais dû faire il y a des années. Je me suis choisi moi-même. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur le canapé. Le silence dans mon petit appartement était étrange, inquiétant. Aussi loin que je me souvienne, j'avais vécu sous le poids des décisions imprudentes de mon père, le tyran de chaque catastrophe financière qu'il créait, dettes de jeu, entreprises ratées, factures de cartes de crédit qu'il jurait toujours rembourser sauf qu'il ne l'a jamais fait. J'étais son fonds de secours ambulant, et il n'a même jamais eu la décence d'en avoir honte. Mais cette fois-ci était différente. Cette fois-ci, lorsqu'il a appelé, sa voix ruisselant de ce mélange familier de droit au trône et d'irritation, j'ai dit non. Et il avait ri, il avait vraiment ri, comme si l'idée que je refuse de le sauver était absurde, une blague. Puis sa voix était devenue froide. Il m'a dit que je pouvais soit aider ma famille, soit rester à l'écart. Et j'avais simplement répondu, alors je resterai à l'écart. Je m'attendais à ce que la culpabilité me frappe immédiatement, mais alors que j'étais assis là à regarder le plafond, tout ce que j'ai ressenti était de l'épuisement puis du soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Ou du moins, je le pensais. Parce que 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat qui a tout changé. L'appel est arrivé pendant que je préparais du café ou le genre bon marché qui avait le goût de carton brûlé mais qui me gardait fonctionnel. Le numéro était inconnu, et pendant une seconde j'ai hésité à le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Est-ce Daniel Carter? La voix au bout du fil était formelle, professionnelle. Oui. Qui demande? Monsieur Carter, je m'appelle James Holloway. Je suis avocat et je représente la succession de Richard Carter. Avez-vous un moment pour discuter du testament de votre oncle? J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Mon oncle? J'ai cherché dans ma mémoire, essayant de placer le nom. Le côté paternel de ma famille était un fouillis inextricable, plein de parents éloignés que je connaissais à peine. Mais Richard? Oncle Rick. Je me souvenais de lui, à peine. Mon père l'appelait toujours un loser, disait qu'il était une perte de place, quelqu'un qui n'avait jamais rien accompli. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Oui, a poursuivi l'avocat. Richard Carter est décédé il y a 2 semaines, et en tant que seul bénéficiaire, vous devez vous rendre à mon bureau pour discuter des détails. J'ai cligné des yeux. Seul bénéficiaire? Attendez, voulez-vous dire qu'il m'a laissé quelque chose? Plus que quelque chose, monsieur Holloway a répondu. Il vous a tout laissé. Je me suis assis brusquement sur ma chaise, la tête qui tournait. Il devait y avoir une erreur. Je n'avais pas parlé à oncle Rick depuis que j'étais adolescent. Pourquoi m'aurait-il laissé quoi que ce soit? Et combien était, tout? D'accord, ai-je dit, toujours sous le choc. Quand avez-vous besoin que je vienne? Dès que possible. Il y a des questions urgentes à discuter concernant votre héritage. Cette phrase, questions urgentes, a envoyé une vague d'inquiétude à travers moi. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'engageais, mais une chose était certaine, pour la première fois de ma vie, le pouvoir changeait en ma faveur, et je n'allais pas le gaspiller. Je me souviens à peine du trajet jusqu'au cabinet d'avocat. Mon esprit était en pleine course, parcourant les souvenirs d'oncle Rick, essayant de comprendre pourquoi moi? En grandissant, mon père ne parlait de lui qu'avec dédain. Rick est un bon à rien, disait-il. Il ne peut pas garder un emploi, il ne peut pas se loger. C'est un raté. C'était toute l'étendue de mes connaissances. Je l'avais rencontré quelques fois lors de réunions de famille, mais il restait toujours en arrière-plan, silencieux, observateur, tandis que mon père se vantait de son dernier stratagème ou que ma mère se répandait sur les réussites de ma sœur. Oncle Rick se contentait de siroter son verre et de hocher la tête. Il ne s'impliquait jamais. Puis un jour, il a simplement disparu de nos vies. Personne n'a parlé de lui, personne ne semblait s'en soucier. Mais maintenant, 10 ans plus tard, me voilà sur le point d'hériter de tout de l'homme que mon père méprisait. Lorsque je suis arrivé au cabinet d'avocat, je m'attendais à un petit bureau miteux avec des piles de vieux papiers et un type en costume bon marché.
Au lieu de cela, je suis entré dans un cabinet haut de gamme, toutes les parois en verre et les fauteuils en cuir coûteux. La réceptionniste m'a accueilli avec ce genre d'indifférence polie réservée aux personnes qui n'étaient pas à leur place. Monsieur Carter? Je me suis retourné pour voir un homme d'âge moyen en costume sur mesure, tenant un dossier dans les mains. James Holloway, a-t-il dit, me serrant la main. Veuillez me suivre. Je l'ai suivi dans un long couloir jusqu'à une salle de conférence élégante. Il m'a fait signe de m'asseoir. J'imagine que vous avez beaucoup de questions, a-t-il commencé, ouvrant le dossier. Votre oncle Richard Carter était un homme discret, mais avant de mourir, il s'est assuré que ses affaires étaient en ordre. Vous êtes le seul bénéficiaire de sa succession, qui comprend ses actifs financiers, ses propriétés et ses participations commerciales. J'ai cligné des yeux. Participation commerciale? De combien parlons-nous, ai-je demandé, hésitant. Monsieur Holloway a fait glisser un papier sur la table. Je l'ai ramassé et j'ai survolé les chiffres. Puis je me suis figé. 7 chiffres. Je l'ai relu, mon cerveau refusant de le traiter. Ceci n'est pas possible, ai-je dit. Mon père a toujours dit qu'il était ruiné. Votre père était mal informé, a dit Holloway, son visage impénétrable. Richard Carter a eu beaucoup de succès. Il a fait des investissements intelligents, géré plusieurs entreprises et a vécu modestement. C'est pourquoi personne ne s'est rendu compte de sa fortune. J'ai serré le papier, mon pouls qui battait fort. Mon père avait passé toute sa vie à se débattre pour de l'argent, me le demandant chaque fois qu'il faisait des bêtises. Et tout ce temps, la vraie richesse de la famille avait appartenu à l'oncle qui l'avait rabaissé et ignoré. J'ai presque ri de l'ironie. Alors, maintenant, que faire, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Holloway s'est penché en avant. Maintenant, vous décidez ce que vous voulez faire de votre héritage. Mais j'ai le sentiment que vous avez déjà quelques idées. Et il avait raison. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais aux commandes, et je savais exactement par où commencer. J'ai quitté le cabinet d'avocat avec un dossier plein de documents et un esprit plein de possibilités. Le nombre 7 chiffres ne cessait de clignoter dans ma tête comme une enseigne au néon. J'étais passé de la misère à millionnaire en moins d'une heure. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de pouvoir. Pendant des années, mon père m'avait utilisé comme une banque personnelle, me vidant de mon énergie avec ses dettes infinies, me culpabilisant pour le renflouer chaque fois qu'il jouait son salaire au jeu. Chaque fois que je payais, il agissait comme si c'était mon devoir, comme si je lui devais quelque chose pour le simple fait d'exister. Maintenant, pour la première fois, j'avais le levier, et je savais exactement comment l'utiliser. La première chose que j'ai faite en rentrant à la maison a été de me plonger dans la situation financière de mon père. Ce n'était pas difficile, ses dettes étaient pratiquement du domaine public. Il devait de l'argent à tout le monde, les banques, les usuriers, les sociétés de cartes de crédit. Mais une chose a retenu mon attention, la plus grosse dette qu'il avait été envers un prêteur privé, un type du coin qui lui avait prêté une grosse somme d'argent, probablement sous la table. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, mon père ne faisait que difficilement les paiements d'intérêt. J'ai souri. J'avais l'argent pour racheter la dette, et une fois que je la posséderais, je pourrais faire exactement ce que mon père m'avait fait pendant des années, exiger le paiement immédiatement. Mais je ne m'arrêtais pas là. Un peu plus de recherches m'ont mené à quelque chose de encore mieux, la maison de mes parents. La maison où ils avaient vécu pendant des décennies était sur le point d'être saisie par la banque. Un paiement de plus manquait, et la banque la saisirait. J'ai donc passé un appel. En moins de 24 heures, j'avais racheté la dette de mon père. À la fin de la semaine, j'avais également acheté les droits de saisie de sa maison. Et puis j'ai attendu. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Daniel, on doit parler, sa voix était tendue, impatiente. Ah, de quoi? J'ai fait semblant de ne pas comprendre, laissant le silence s'étirer. Arrête de faire le malin, a-t-il lancé. J'ai reçu un avis aujourd'hui disant que mes dettes ont été transférées à un nouveau créancier. Le type exige le paiement intégral. Ce ne serait pas toi, par hasard? J'ai souri. Si. Il y a eu un silence au bout du fil. Pour la première fois de ma vie, mon père n'avait rien à dire. Tu voulais que je reste en dehors de ta vie, ai-je dit, ma voix calme. Je suis simplement en train de suivre tes ordres. Paye, papa. Tu as 7 jours. Daniel, écoute. J'ai raccroché.
Ce n'était que le début. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père pendant 2 jours après cet appel. Je l'ai imaginé marchant dans son salon, vérifiant ses comptes bancaires en baisse, essayant de trouver comment résoudre une situation que, pour une fois, je contrôlais. Mais je n'avais pas encore fini. J'avais déjà repris ses dettes, il était maintenant temps pour la maison. Puisque je détenais maintenant les droits de saisie, il suffisait d'une seule pression. Un dernier avis a été envoyé, exigeant un paiement immédiat. Je savais que mon père n'avait pas l'argent. Il avait toujours vécu au jour le jour, jouant ce qu'il avait peu dans l'espoir d'un gros gain. Cette fois-ci, il ne restait plus personne pour le sauver. L'appel suivant n'est pas venu de mon père, il est venu de ma mère. Daniel, s'il te plaît, a-t-elle dit dès que j'ai décroché. Quoi que tu fasses, il faut que tu t'arrêtes. J'ai failli rire. Arrêter? Avait-il jamais arrêté quand j'étais en difficulté? Avait-il jamais hésité à me prendre, à me vider de mon énergie, à me laisser sans rien? Je fais juste ce que papa m'a toujours dit de faire, ai-je dit. Je m'occupe de mes responsabilités. Tu nous ruines, a-t-elle crié. C'est notre maison. Et combien de fois m'avez-vous dit que ce n'était pas votre problème quand papa s'endettait? Vous êtes resté là pendant qu'il me vidait de mon énergie, et maintenant vous vous inquiétez? Silence. Vous avez 3 jours pour quitter la maison, ai-je dit, ma voix froide. Considérez ceci comme mon départ définitif de votre vie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 3 jours plus tard, j'étais devant la maison lorsque l'équipe d'expulsion est arrivée. Mon père est sorti en trombe, le visage rouge de rage. Tu crois que ça fait de toi un homme, a-t-il craché. Détruire ta propre famille. Je l'ai simplement regardé pendant que les déménageurs commençaient à sortir les choses. Tu m'as dit de rester à l'écart, ai-je dit. Alors je m'assure que tu restes à l'écart, aussi. Il s'est jeté sur moi, mais je n'ai pas bronché. Disparaissez de ma vue, ai-je dit, et ne venez plus jamais me chercher. Pour la première fois de ma vie, je me suis éloigné d'eux sans culpabilité, sans hésitation. Et pour la première fois de sa vie, mon père était celui qui se retrouvait sans rien. Je m'attendais à ce que mon père se batte plus fort, qu'il crie, qu'il menace, qu'il me fasse passer par une autre culpabilisation. Au lieu de cela, il est resté là, regardant la maison pendant que les déménageurs emportaient des cartons de meubles et toutes les choses qu'il avait accumulées au fil des ans. Ma mère s'accrochait à lui, le visage couvert de larmes, mais il avait l'air vide, vaincu. C'était presque décevant. Tu nous as toujours détestés, a-t-il marmonné alors que je me retournais pour partir. Je me suis arrêté. Non, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. J'ai juste appris à cesser d'aimer les gens qui ne m'aiment pas en retour. Sur ce, je suis parti. À la fin de la journée, la maison était officiellement mienne. Les serrures ont été changées, et mes parents étaient partis. Pour la première fois, c'était eux qui n'avaient nulle part où aller. J'aurais dû me sentir coupable, mais je ne l'étais pas. Car en entrant, debout dans ce qui avait autrefois été leur salon, j'ai réalisé quelque chose, j'avais passé toute ma vie à les sauver, et maintenant, pour la première fois, je m'étais sauvé moi-même. Mais je n'avais pas encore fini. Posséder la maison de mon père ne suffisait pas. Je voulais m'assurer qu'il ne s'en remettrait jamais, alors j'ai creusé plus profondément. Il s'est avéré que mon père avait plus de dettes cachées que je ne le pensais, anciens prêts commerciaux, impôts impayés, même de l'argent emprunté à de vieux amis qui avaient depuis longtemps abandonné l'espoir de le voir rembourser. Et avec mes nouvelles ressources, c'était facile ou trop facile de racheter ses dettes, une par une. Lorsque j'ai fini, mon père ne devait pas seulement de l'argent, il me devait, et je n'étais pas aussi indulgent que les banques. Un dernier avis lui a été envoyé, payer ou déclarer faillite. Je savais ce qu'il allait choisir, car pour la première fois de sa vie, il ne restait plus personne pour le sauver. Mon père était trop fier pour supplier, trop têtu pour demander grâce. Mais la faillite c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. L'avis final l'a frappé comme une boule de démolition. En moins de 48 heures, son nom figurait officiellement sur le dossier de faillite, placardé dans des documents juridiques pour que le monde entier le voie. L'homme qui avait passé sa vie à exiger des largesses était maintenant financièrement ruiné. Il avait tout perdu, sa maison, son crédit, sa réputation. Et je me suis assuré qu'il sache exactement qui était responsable. Un seul texto, on est quitte. Il n'a pas répondu, mais je savais qu'il avait compris le message. Pendant ce temps, j'ai tourné mon attention vers la maison. Il ne s'agissait pas seulement de la leur prendre, je voulais effacer toute trace d'eux.
La première chose que j'ai faite, arracher tous leurs souvenirs. Les vieux meubles partis, les photos de famille jetées au chaque souvenir de la vie qu'ils avaient construite sur mon dos effacé. Et lorsque la maison a finalement été mienne, propre, neuve, intacte par eux, j'ai fait un dernier geste, je l'ai vendue. Non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que je voulais m'assurer que mon père ne puisse jamais s'y réinstaller. Le jour où la vente a été conclue, j'ai reçu un autre appel. Ma mère. J'ai hésité à l'ignorer, mais la curiosité a gagné. Daniel, a-t-elle commencé, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. On doit parler. Je me suis détendu dans ma chaise, souriant. De quoi, ai-je dit? Ton père, a-t-elle hésité? Il ne va pas bien. Il a tout perdu. J'ai fait passer mon message, non, ai-je interrompu. Silence. Tu étais d'accord pour que je me débrouille, ai-je dit, ma voix calme. D'accord pour que je me noie dans les dettes à cause de ses erreurs. Mais maintenant qu'il souffre, c'est soudainement un problème. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle murmuré. Non, j'ai acquiescé. Parce que cette fois-ci, c'est son problème, pas le mien. Et pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus rien à dire. J'ai raccroché, et je n'ai plus jamais répondu à ses appels. Des semaines ont passé, et pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Plus d'appels téléphoniques tard dans la nuit, plus de supplications pour de l'argent, plus de sentiments que je leur devais quelque chose pour le simple fait d'exister. J'avais passé des années à me noyer dans leurs problèmes, mais maintenant, c'était moi qui étais sur un terrain solide pendant qu'ils coulaient. Mais je n'avais pas tout à fait fini. Une nuit, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu une seule phrase, « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît ». Je savais qui c'était avant même de vérifier le numéro, mon père. J'ai failli le supprimer, mais puis j'ai pensé, non. Je voulais le voir, voir ce qu'il était devenu. J'ai donc envoyé une seule réponse, demain, 15 h, le restaurant sur la 5e. Lorsque je suis entré dans le restaurant, je l'ai à peine reconnu. L'homme qui était autrefois grand, arrogant, toujours maître de lui-même, avait disparu. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux négligés, ses mains tremblaient lorsqu'il remuait son café. Et lorsqu'il m'a enfin regardé, pour la première fois de sa vie, mon père avait l'air petit. Daniel, a-t-il commencé, sa voix rauque. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé, gardant le ton froid. Il a expiré avec difficulté. J'ai besoin d'aide. J'ai incliné la tête, faisant semblant de réfléchir. Aide? C'est drôle. Il me semble que je me souviens que tu m'as dit de rester à l'écart si je n'allais pas aider. Son visage s'est tordu. Je ne voulais pas dire. Tu as voulu dire exactement ce que tu as dit, ai-je interrompu. Il a serré les mâchoires, essayant de s'accrocher à ce qui lui restait de fierté, mais je pouvais le voir le désespoir derrière ses yeux. Écoute, a-t-il marmonné, se frottant le visage. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je suis quand même ton père. J'ai ri. Non, papa. Tu étais juste un homme qui m'a utilisé jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Et maintenant que je suis celui qui a le pouvoir, tu te souviens soudainement que tu es mon père. Silence. S'il te plaît, Daniel, a-t-il murmuré. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table. Moi non plus, ai-je dit. Mais ça ne t'intéressait pas à l'époque, alors pourquoi je devrais m'en soucier maintenant? Ses yeux se sont élargis, comme s'il ne s'attendait vraiment pas à ce que je sois aussi froid. Parce que je suis ta famille, a-t-il dit faiblement. J'ai souri. Et tu m'as dit de rester à l'écart de ma famille. Alors je me suis levé, jetant de l'argent sur la table pour mon café. Reste à l'écart de la mienne. Et sur ce, je suis parti, le laissant seul, tout comme il m'avait laissé pendant des années. Je n'ai pas regardé en arrière en sortant du restaurant. Je n'avais pas besoin de le faire. J'avais vu tout ce que j'avais besoin de voir. L'homme autrefois fier qui m'avait dominé pendant des années, qui avait exigé mon obéissance, mon argent, mon sacrifice, n'était plus qu'un homme brisé dans un restaurant bon marché, mendiant des miettes. Et je n'avais plus aucune sympathie à lui donner. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, regardant mon téléphone. Je savais que mon père allait réessayer, il le faisait toujours. Il n'avait jamais été le genre d'homme à accepter la défaite. Jusqu'à maintenant.
Parce que, pour la première fois, il avait épuisé les gens à manipuler. Il ne pouvait pas se tourner vers ma mère, elle était aussi perdue que lui. Il ne pouvait pas se tourner vers ma sœur, elle avait toujours compté sur moi pour nettoyer leurs dégâts. Et maintenant, sans maison, sans argent, et sans personne à utiliser, il était enfin confronté à ce à quoi il m'avait forcé à faire face pendant des années, le fond du trou. Mon téléphone a vibré. Je m'attendais à un autre message de mon père, une autre supplication désespérée. Mais ce n'était pas lui. C'était l'avocat de mon oncle, James Holloway. Monsieur Carter, je voulais faire le point sur la succession de votre oncle. Il y a une autre question que j'aimerais discuter en personne. Veuillez m'appeler lorsque vous aurez un moment. Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? J'avais déjà reçu l'héritage, finalisé les papiers, et utilisé cet argent pour reprendre tout ce que mon père m'avait volé. Je l'ai rappelé. Monsieur Carter, je suis content que vous ayez appelé, a dit Holloway. Il y a quelque chose que j'ai récemment découvert en examinant les documents de votre oncle, quelque chose que je pense que vous devriez savoir. Continuez. Votre oncle Richard avait un dernier actif qui a été négligé ou une propriété. J'ai froncé les sourcils. Je pensais avoir déjà tout reçu. Si, sauf ceci. C'était une affaire séparée, quelque chose qu'il avait mis de côté il y a des années. Et c'est assez intéressant. Quel genre de propriété, ai-je demandé. Holloway a fait une pause pendant un instant, puis a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. La première entreprise de votre père, le garage automobile. Votre oncle l'a achetée il y a des années, discrètement. Et maintenant, elle vous appartient. Je suis resté assis là, serrant mon téléphone, luttant pour assimiler ce que je venais d'entendre. L'ancienne entreprise de mon père, celle qu'il avait perdue à cause de ses propres échecs, celle dans laquelle il avait investi des années de sa vie avant de la détruire avec ses dépenses imprudentes, où elle était maintenant mienne. J'ai failli rire, parce que dans un dernier geste inattendu, mon oncle m'avait donné le dernier levier dont j'avais besoin. Non seulement j'avais pris la maison de mon père, son argent et sa fierté, mais je possédais maintenant la chose même dont il était autrefois le plus fier, la chose qu'il avait perdue, la chose à laquelle il avait échoué à s'accrocher. Et le meilleur? Je n'avais pas l'intention de la rendre. Alors, Monsieur Carter, a dit Holloway, aimeriez-vous fixer un rendez-vous pour visiter votre nouvelle propriété? J'ai souri. Absolument. J'étais devant le garage le lendemain matin, regardant l'enseigne fanée dont mon père avait autrefois été si fier. L'endroit était délabré, abandonné depuis des années. Des mauvaises herbes craquelaient le trottoir, et la peinture se décollait des murs. C'était un reflet parfait de mon père, autrefois grand, maintenant rien. J'ai franchi les portes, l'odeur d'huile et de rouille persistant encore dans l'air. Cet endroit avait autrefois été son rêve, maintenant, c'était à moi de le contrôler. Et je savais déjà exactement ce que j'allais en faire. J'ai passé un appel. En une semaine, la propriété a été vendue pas à lui, pas à quelqu'un qu'il connaissait, mais à une société qui allait la démolir et construire quelque chose de nouveau. Lorsque mon père l'a appris, il était déjà trop tard. Il m'a appelé, furieux, désespéré. « Tu n'avais aucun droit », a-t-il crié. Je n'avais qu'une chose à dire. J'avais tous les droits. Tu t'en es assuré. Et puis j'ai raccroché.